Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. C'est le samedi, comme tous les samedis, je vous invite dans la bourse hebdo, nous parlons des grandes tendances macroéconomiques et de la situation boursière actuelle. Donc dans cette vidéo, évidemment, nous allons beaucoup parler sur ce qui s'est passé sur la tech américaine cette semaine parce qu'il y a eu vraiment un mini-crack sur les actions qui ont été pendant des mois et des mois très populaires en bourse américaine. On va essayer de comprendre, décrypter cette baisse boursière très forte et essayer de comprendre ce que nous attend dans l'avenir proche. Voilà, avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez le bouton s'abonner et une petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que les likes, c'est super important, ça me fait beaucoup plaisir, ça me récompense pour le travail que je suis en train de faire gratuitement dans ces vidéos hebdomadaires et non seulement. Donc, mettez-moi des likes s'il vous plaît au maximum pour que je puisse plus facilement développer la chaîne. Ça me fait énormément plaisir que vous reconnaissiez le travail que je fais. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent soutenir la chaîne pour qu'elle reste au maximum gratuite, vous pouvez faire une petite donation sur il y a un lien PayPal dans la description de cette vidéo. Donc, ce n'est pas le montant qui compte, surtout, c'est le geste qui compte pour des personnes qui aiment, qui adorent mes vidéos et qui regardent régulièrement. Merci beaucoup pour ceux qui ont déjà fait. Voilà, donc nous commençons cette vidéo évidemment par regarder le radar de macroéconomique que je vous présente quasiment toutes les semaines pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières séances des bourses. Donc voilà, tout ce qu'on peut constater, c'est que vraiment cette semaine, nous avons vécu un véritable, ce qu'on appelle les risques off sur les marchés, parce qu'il y a eu beaucoup des ventes sur les indices américains. Quasiment toutes les baisses que vous voyez, les baisses hebdomadaires que vous voyez ici, 2,5% et presque 4% pour Nasdaq, c'était réalisé pendant les 2 dernières séances du jeudi, surtout le jeudi quand les bourses ont littéralement chuté. Et le vendredi qui ont chuté pas mal aussi, mais ils ont repris à la fin de la séance. Donc voilà, donc les leaders, en fait, les principaux market movers de cette baisse étaient la high-tech américaine, les fameux FANG. C'est les entreprises qui ont été à la mode pendant ces derniers mois. Et c'est elles qui étaient vendues le plus massivement et les plus agressivement. Donc la Tesla, typiquement, elle a perdu énormément à partir de ses plus hauts. Donc mais Tesla, c'est un cas un petit peu à part. Voilà, donc là, je continue à regarder les indicateurs. Donc dollar, elle a repris un petit peu des couleurs. Donc encore une fois, vous voyez, donc c'est que une fois que le risque sur les marchés augmente, il y a beaucoup de demandes pour le dollar américain. Donc on n'est pas encore dans un mode de recherche de refuge. Ça c'est un message important que je souhaiterais faire passer dans cette vidéo, que pour moi, on n'est pas encore dans un modèle vraiment de chute des marchés, parce que pour moi, on est encore dans un scénario d'une correction tout à fait saine dans un secteur qui était largement suracheté. Donc là, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos hebdomadaires. Il y a aussi une nouvelle rubrique qui s'appelle Mind de Cash Trading, qui est pour le moment ouverte à tout le monde. Donc vous pouvez, là je parle beaucoup des différents indicateurs techniques qui prouvent qu'effectivement les marchés américains, surtout Nasdaq, étaient largement surachetés. Donc, et observer cette correction sur le marché américain est tout à fait normal dans les circonstances actuelles. Et en plus, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo du trading, c'est que les marchés américains, notamment S&P 500, sont très sensible à l'indicateur RSI 14, qui est un des indicateurs les plus basiques que beaucoup de gens qui trade technique connaissent parfaitement. Donc, et là, cet indicateur, elle était dans une zone achat très importante quand cette baisse a eu lieu. En fait, un commentaire que je souhaiterais faire par rapport à cette baisse, c'est que contrairement aux précédentes corrections, ce qui m'a étonné, ce qui m'a surpris un petit peu, ça laisse un après-goût d'un début probablement de quelque chose de plus important, c'est qu'il n'y a pas eu d'un événement déclencheur. Parce qu'avant, pendant des crises boursières ou des mini-crises boursières précédentes, il y avait quand même une raison officielle, même il était parfois ridicule. Mais cette fois, les marchés ont spontanément commencé à baisser pendant la séance de jeudi. Et il n'y avait pas vraiment des raisons objectives pour justifier cette baisse. Effectivement, Facebook, il a annoncé comme quoi elles ne vont pas faire la publicité politique pendant la période électorale aux États-Unis. Mais par contre, les chiffres de chômage aux États-Unis qui ont été publiés le jeudi et le vendredi surtout, ont ressorti meilleurs que prévu. Donc c'était plutôt
un indicateur positif, mais dans tous les cas, les marchés se sont corrigés malgré ces indicateurs positifs, mais je ne pense pas que la nouvelle sur le Facebook a pu tellement impacter le marché de la high-tech. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il s'agit vraiment d'une correction purement technique, c'est que visiblement, c'est des automates pour des raisons qui suivent certainement des divers indicateurs. Je pense qu'ils ne suivent pas uniquement les RSI 14, parce que sinon, ça serait trop simpliste. Et ils ont commencé à vendre, et du coup, les autres automates ont suivi. Donc, du coup, on a vécu cette baisse, flash baisse, pendant la séance de jeudi. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de raison fondamentale. On n'avait pas de raison fondamentale de la hausse, mais la hausse, elle était progressive. On n'a pas eu d'un événement déclencheur pour la baisse. C'est ça qui me surprend un petit peu dans cette situation. Après, ce qu'on peut voir, en fait, ce qui est de étonnant aussi pendant cette petite flash crash, on va dire, c'est que les marchés, pour le moment, ne cherchent pas le refuge, encore une fois, parce que le 10 ans américain, on n'a presque pas bougé sur la semaine. Donc, il reste à ces niveaux à peu près comme... il a augmenté un tout petit peu, donc en 0,5%, mais c'est rien du tout. Ça ne peut pas du tout prouver qu'il y a une crise où il y a vraiment la peur qui domine le marché. Par contre, ce qui contredit à cet indicateur, en fait, pour ceux qui sont très novices, en fait, je vais juste rapidement expliquer, c'est que quand il y a des crises boursières, forcément, les investisseurs se ruinent vers les actifs refuges. Les actifs refuges, c'est le bon trésor américain de 10 ans et c'est le Bund allemand. Ça, c'est les principaux actifs refuges. Et en général, quand il y a des crises, en fait, leur rendement chute et leur prix d'obligation, le prix de corps de l'obligation augmente. On ne voit pas pour le moment ce phénomène sur les marchés financiers, donc du coup, on ne peut pas parler d'une crise généralisée ou de la peur qui s'installe sur les marchés financiers. Par contre, ce que contredit à cette analyse que je viens de vous présenter, c'est que l'indice VIX, pourtant, il a pris presque 34% sur une semaine. Ça, je trouve, c'est beaucoup, parce que là, on finissait la semaine précédente en 23-24%, si je me souviens bien. Indice VIX, encore une fois, pour ceux qui ont rejoint ma chaîne il n'y a pas longtemps, ils ne savent pas ce que c'est. C'est l'indice de la peur. En gros, c'est un indice qui mesure la volatilité des marchés financiers. Dans ma vidéo hebdo précédente, je vous ai expliqué ce que c'est, comment les composer l'indice VIX. Je ne veux pas vous répéter tout cela. Il s'agit d'une modélisation d'une stratégie optionnelle qui s'appelle Straddle. Donc, vous pouvez regarder sur Google si ça vous intéresse plus de détails. Mais dans tous les cas, en gros, c'est un mesure de la volatilité actuelle, la volatilité. On va dire, ça c'est un raccourci, on va dire très simpliste, mais la volatilité, elle est très souvent associée à la notion de risque. On met souvent l'égalité entre les risques et la volatilité. Donc plus il y a de risques, plus il y a de volatilité. Donc même si cela peut être très discutable comme affirmation. Voilà, dans tous les cas, l'indice de cette volatilité a beaucoup augmenté, mais ça peut aussi être lié, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il s'agit d'une position optionnelle, ça peut être lié à une anomalie sur les marchés d'options de S&P 500, parce que j'ai entendu qu'il y avait certaines banques, notamment SoftBank, qu'il a investi 4 milliards dans les calls sur S&P 500, donc ils ont investi des sommes vraiment extraordinaires. Ils ont parié sur la hausse des marchés américains, donc du coup probablement ils ont dû fermer leur position, et vu que l'indice VIX est calculé sur les options, donc il est calculé sur le marché d'options, et s'il y a une inefficience sur ce marché, probablement ça crée un phénomène un petit peu anormal sur cet indicateur qui probablement n'est pas très représentatif. En tout cas, moi, ça c'est mon avis personnel. Moi, j'ai pas spécialement d'humeur de vivre une période avant un grand crack boursier. Je pense qu'il y aura un crack boursier à un moment donné, je ne suis pas certain qu'il y aura tout de suite. Donc voilà. Mais là, on verra un petit peu plus tard. Donc, j'ai mis à côté, en fait, j'ai un petit peu réorganisé ces indicateurs que je suis. À côté de l'indice de la peur, j'ai mis le cours de l'action Tesla, c'est rigolo, parce que pour moi, l'action Tesla, c'est un petit peu comme VIX, mais à l'inverse. Parce que plus elle est chère, plus il y a d'une exubérance irrationnelle. Ça, c'est un terme inventé par Alan Greenspan. C'est une mesure d'exubérance irrationnelle des marchés parce que c'est une action qui représente vraiment les rêves des investisseurs, parce qu'elle est pricée à plus de 1001
de leurs résultats. En fait, si les paramètres opérationnels restent tels qu'ils sont aujourd'hui, il faudra plus de 1000 ans pour rentabiliser, 1000 années pour rentabiliser votre investissement. Donc, c'est quand même évidemment pas comme ça qu'il faut voir cet indicateur PER, donc parce que PER de Tesla, elle est plus du 1000. Donc, cela veut dire que c'est juste le marché anticipe que leurs bénéfices vont augmenter dans les années à venir. Donc, évidemment, personne n'investit avec une perspective d'avoir dans 1000 ans récupérer son argent. Donc, dans tous les cas, cette action, elle est extrêmement méga surévaluée. Il n'y a son prix actuel sur le marché n'a aucun rapport avec des fondamentaux. Pourtant, il y en a certains sur ma chaîne, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui pensent que Tesla, effectivement, leur valeur était justifiée. J'ai vu 1 ou 2 commentaires comme ça, dans ce sens. En fait, ils défendaient quelque part la valeur du marché de Tesla. Mais vu que j'essaie que cette chaîne reste, on va dire, intellectuelle, on va dire, si vous pensez que la valorisation actuelle de Tesla est juste, donc essayez de le prouver avec un modèle de valorisation que vous utilisez. Donc par exemple, il a tout un tas de modèles de valorisation, chacun utilise celle qu'il préfère. Une des plus populaires, c'est Discounted Cash Flow qui s'appelle. Donc si vous utilisez un autre modèle de valorisation de Tesla qui peut justifier le market cap actuel, je suis très intéressé parce que probablement il existe, probablement effectivement vous valorisez quelque chose que moi je ne vois pas. Mais dans tous les cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un indicateur qui est on va dire, d'exubérance des marchés, quelque part de la folie du marché actuel. Voilà, donc c'est pour ça que je la regarde plus comme un paramètre macroéconomique. Pareil pour Apple, par contre, Apple, je trouve que la valorisation, évidemment, elle est énorme, mais les résultats opérationnels d'Apple n'ont rien à voir avec les résultats opérationnels de Tesla, ça c'est sûr et certain, parce que c'est la société la plus rentable au monde, tandis que Tesla, elle est à peine rentable. En fait, je crois qu'il n'y avait pas d'année quand il a fini en bénéfice, mais à voir, parce que là, je pense qu'ils vont peut-être finir cette année pour une fois dans un bénéfice, mais en tout cas, c'était une société... Là, on va la regarder tout de suite. Là. Pourquoi je dis que je ne sais pas, on va vite fait vérifier ça. Voilà, comme ça, je vais profiter pour vous montrer comment analyser les entreprises pour ceux qui démarrent en bourse. Je vais répéter un petit peu vite fait, d'ailleurs, ce qui est assez important. Moi, j'utilise un site Investing, mais vous allez retrouver plus ou moins les mêmes concepts sur tous les sites financiers. Donc, vous avez 3 types de rapports financiers, globalement. C'est le bilan. Donc ça s'appelle balance sheet en anglais. Après, le compte de résultat, income statement en anglais. Et le compte de trésorerie, en fait, c'est le cash flow statement en anglais. Donc balance sheet, c'est quoi? Balance sheet, c'est en gros, c'est l'état statique de société. Ils disent, en gros, il y a 2 grandes parties, actifs, passifs. Donc après, ils sont toujours égaux, normalement. Donc là, vous allez peut-être être un peu étonné pourquoi, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails de comptabilité. Il y a d'ailleurs une vidéo, je pense, mais elle est assez vieille déjà sur ma chaîne où j'ai expliqué cette différence. Mais en tout cas, globalement, sur le balance sheet, vous allez voir les actifs de la société et les passifs de la société. Les passifs, globalement, c'est des dettes et des engagements divers. Ensuite, qu'est-ce que c'est income statement ou le compte de résultat? Le compte de résultat, il explique comment sur le dernier exercice, la société il a gagné l'argent, combien d'argent il a rajouté dans ses actifs et combien d'argent il a rajouté dans ses passifs. Donc en fait, il représente le chiffre d'affaires, après il représente différentes charges, il représente le résultat et le bénéfice. Bénéfice imposable, net imposable, etc., etc. Donc en gros, c'est la dynamique du dernier exercice de l'entreprise, en fait, combien ils ont gagné, combien de charges ils ont payé, finalement combien on a resté. Et cash flow statement, ça c'est vraiment orienté cash flow, donc ça veut dire le mouvement de trésorerie au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise peut être comptablement très rentable, très bénéficiaire, mais paradoxalement, pour certains qui ne sont pas à l'aise dans la comptabilité, le cash flow peut être négatif. Donc ça arrive d'ailleurs assez souvent. Mais le cash flow, c'est vraiment l'argent réel qu'ils ont sur le compte. Donc combien... Par exemple, le free cash flow, ça c'est un des paramètres, c'est que l'argent, après avoir payé tout, combien d'argent ils ont touché dans l'année. Voilà. Donc voilà, ces 3 bilans, ces 3 rapports qui sont très importants. En fait, je sais pas, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, il faut regarder tous les 3 pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise.
Donc voilà, mais ce que nous intéresse, est-ce que Tesla, il a gagné de l'argent pendant les dernières années? Donc évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les historiques de compte des résultats. Donc les comptes de résultats nous montrent que, effectivement, ça c'est le revenue, c'est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de Tesla, on voit qu'il augmentait. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore fini l'année, donc du coup, évidemment, ça c'est un peu moins. Et il était en augmentation assez forte, mais par contre, comme je vous ai dit, que cette entreprise n'a jamais gagné de l'argent parce que les résultats opérationnels, cela veut dire que c'est les résultats issus de l'activité principale de l'entreprise. C'est pas genre ils ont touché de l'argent de l'État ou je sais pas, ils ont vendu, ils ont gagné en bourse, je sais pas, en plaçant leur trésorerie sur Bitcoin, je sais pas quoi. En fait, si on prend uniquement leur business model, leur activité principale, combien elle a rapporté. Donc elle n'a jamais été bénéficiaire pour le moment. Peut-être que cette année, elle sera, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été. Voilà. Ensuite, et net income, ça c'est le bénéfice net, donc elle est toujours négative pour Tesla. Voilà. Donc ça, en gros, ça confirme ce que je vous disais. Donc cette entreprise n'est pas rentable du tout, malgré que perspective, il y en a. Donc ça ne va pas dire qu'elle va demain, elle va faire faillite. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que quand on parle de Tesla, justifier la valorisation quand même de... Combien ça bouge tellement vite, parce qu'enfin, 400 milliards presque, donc ça c'est vraiment quelque chose de la folie. Vous voyez que PER, c'est le ratio du prix pour le bénéfice, mais vous venez juste de voir que le bénéfice, il est ridicule. Il est plus de 1000. Donc là, en fait, dans la théorie financière classique, on dit souvent que PER, genre 20 et plus, c'est pour les sociétés de luxe, c'est déjà considéré comme beaucoup. Bon, entre 20 et 30, c'est déjà des entreprises assez chères. Après, c'est une simplification énorme, ce que je suis en train de vous dire, parce que ça dépend énormément de secteurs. Par exemple, le secteur de high-tech, il aura des PER plus élevés, parce que généralement, ce secteur qui est cher, parce qu'il est très bien aimé par la bourse, il a beaucoup de perspectives, et c'est normal d'avoir des PER très chers. Par exemple, les sociétés pétrolières qui sont un petit peu, c'est souvent vu comme un peu les sociétés du passé, le PER normal dans ce secteur sera beaucoup plus bas, donc on ne peut pas comparer le cross-secteur en fait. En fait, on ne peut pas utiliser ce ratio comme une base de comparaison cross-secteur. C'est ça que je veux dire. Donc, pour chaque secteur, il y a ces normes de PER qui sont normales. Mais dans tous les cas, il n'existe pas de secteur où le PER de 1000 est normal. Donc ça n'existe pas. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose absolument aberrant. Je peux vous comparer, genre, si je prends le secteur automobile, même du luxe, bon, disons BMW, ok, ce qui se rapproche le plus à Tesla. Bon, je dis pas, bon, je ne veux pas lancer le débat que comparer BMW avec Tesla, non, on n'a rien à voir. Je prends juste la premium de... C'est pas le luxe, ni Tesla, ni BMW, c'est pas vraiment du luxe extrême. C'est pas des Ferrari ou des Lamborghini, c'est des voitures qui sont dans la gamme de prix comparable. Donc PER de BMW, c'est 7. Voilà, vous voyez, 7,23. Donc ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui dans BMW, dans 7 ans, un peu plus de 7 ans, vous pouvez récupérer, avec leurs bénéfices actuels, vous pouvez récupérer votre argent. Voilà, bon, très bien, on a parlé de Tesla aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Voilà, donc, comme je viens de vous dire que c'est un indicateur pour moi plutôt qu'une action à investir. Puis, ce qui était assez impressionnant, c'est la chute du pétrole. Ça, c'est assez étonnant pour moi, en tout cas. Parce que pourquoi cette baisse sur une semaine, c'est beaucoup quand même, 8% et 6% pour le Brent. Cela veut dire que vraiment, pétrole, évidemment, c'est sensible à la croissance, c'est sûr. Mais pourquoi la chute du secteur high-tech a été corrélée comme ça avec le pétrole? Visiblement, c'était juste un facteur d'augmentation de risque sur le marché. Il y en a beaucoup qui ont commencé à vendre les futurs sur le pétrole parce que, mine de rien, le pétrole, ce n'est pas uniquement l'industrie, ce n'est pas uniquement la vraie économie, c'est aussi énormément la part spéculative dans le pétrole. Elle est quand même très présente, elle est même très importante parce que le volume du pétrole papier est largement supérieur au volume de pétrole physique. Un autre actif aussi du même style où il y a encore moins de valeur réelle, valeur fondamentale, c'est l'or. En fait, chaque fois je parle souvent de l'or sur ma chaîne ces derniers temps. C'est que ça a prouvé encore une fois, c'est l'or, comme je vous disais, c'est tout sauf l'actif refuge. Vous voyez, donc les risques ont augmenté sur le marché, tout a chuté.
et l'or a chuté aussi. Donc ça ne vous protège pas du tout. Et ceux qui pensent que ça va vous protéger de quelque chose, de l'inflation même, c'est pas... S'il aura de l'inflation, il aura une chute de marché, c'est quasi certain. Et s'il aura une chute de marché, forcément l'or va chuter aussi, quels que soient les chiffres de l'inflation. Donc faites quand même beaucoup attention si vous croyez, si vous êtes dans ce croyance que l'or c'est un hedge ou c'est une couverture contre les risques des marchés, contre les risques monétaires ou quelque chose. Monétaire, c'est encore en débat ouvert, même si pour moi je suis plus tendance à dire que non. Mais ce n'est pas un hedge contre la chute boursière, c'est sûr et certain. Après, ça peut coïncider avec d'autres phénomènes qui vont faire monter de l'or, mais par définition, il n'y a pas de caractéristiques de protection par rapport au risque des marchés. Voilà, je pense qu'on a tout vu. En fait, sur une semaine, les marchés en français, il a bien résisté. Donc, le 10 ans allemand, il a beaucoup monté. Donc, ça veut dire que le prix, après, je ne sais pas si c'est le pourcentage de prix de l'obligation ou de pourcentage de rendement. Donc là, non, là, je pense que c'est le prix de l'obligation. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a augmenté et le rendement a dû monter. Donc, le rendement a dû baisser, du coup. Voilà, donc en tout cas, juste pour résumer, c'est que sur ce radar que je vous présente toutes les semaines, il n'y a pas un signe clair que, sauf le VIX, qui peut être affecté encore une fois par les particularités de cette structure optionnelle. Rien pour l'instant n'indique que nous sommes face à un phénomène d'un crack boursier nécessairement. Voilà. Maintenant, je vais quand même regarder l'analyse technique, même si je le regarde aussi dans une autre catégorie de vidéos, parce que je pense que ça, c'est important de le voir aujourd'hui. Voici notre cher S&P 500. Donc, on peut voir que les lignes que je vous ai dessinées, ça marche parfaitement au niveau des niveaux d'entrée et niveau de sortie. Donc, on a touché la ligne du bas pendant la séance du vendredi. Et bon, moi j'ai fait des opérations le vendredi, j'ai allégé ma position, je vais vous en parler dans une vidéo du trading qui est consacrée au trading. Ici, maintenant, je ne veux pas parler de ma position personnelle spéculative. Et comme vous voyez, on s'est arrêté juste sur la moyenne mobile de 50 jours. Donc ça, c'est vraiment très représentatif que le marché américain aujourd'hui, on trade la technique. Donc, ce n'est pas les fondamentaux qui drivent le marché et je vous conseille, si vous êtes, en fait, je ne donne pas les conseils sur ma chaîne, ça c'est un principe de ma chaîne que je ne donne pas des conseils, mais si je peux vous donner un conseil, cette fois je vais peut-être déroger à ma règle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'analyse technique, n'essayez pas d'attraper le couteau qui tombe ou genre se mettre dans le train qui part de point de vue émotionnel en fait, parce que ça peut être très dangereux, parce que ici, vu qu'on trade les indicateurs, on trade les niveaux, et si vous ne savez pas analyser le marché de ce point de vue purement technique, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de s'y mettre en fait. Vraiment, si votre stratégie est passive, si vous investissez régulièrement, donc je vous invite par exemple à ma rubrique qui s'appelle « Où j'investis maintenant, portefeuille et mind de cash » où je parle des investissements long terme, ou bien vous avez une autre stratégie qui est à vous propre, que vous décidez tous les mois les actions à acheter. Suivez votre stratégie et n'essayez pas vraiment de spéculer sur ce marché si, encore une fois, ne vous maîtrisez pas l'analyse technique, parce que ça, c'est vraiment une compétence à part. Parce que quand on opère sur les marchés financiers, on a deux positionnements. Soit on est investisseur, soit on est trader. Donc, soit on est les deux, en fait. On peut faire les deux, comme moi, j'essaie de le faire. Donc, mais si, par exemple, vous ne maîtrisez pas du tout le trading et ne comprenez pas comment ça marche du point de vue technique, il vaut pas mieux s'aventurer sur ces marchés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la technique qui dirige le marché. Et ça, c'est clairement démontré dans mes dernières vidéos que je publiais la semaine dernière. Donc, c'est qu'il n'y a aucun fondamental, pourtant, les marchés s'inversent immédiatement. Donc, ça peut être très, très dangereux. Voilà, mais cette configuration aujourd'hui nous prouve qu'on reste quand même dans ce canal. Pour le moment, on reste dans ce canal qui est très étroite. Donc, en plus, si vous prenez les risques aujourd'hui, dans ce cas-là, les gains potentiels ne seront pas énormes, parce que nous sommes dans un canal très très bas, il y a beaucoup de liquidités sur des marchés et il n'y a pas de raison fondamentale pour le moment, c'est d'avoir une énorme baisse. Donc, je pense que le scénario bon, après ça, je vais parler dans une autre vidéo peut-être où je vais parler du trading. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur. Si vous n'avez
si on aurait fini la semaine sur ces niveaux-là, par exemple, quelque part par là, vous voyez, en dessous de cette ligne rouge, dans ce cas-là, je vous dirais probablement l'inverse. Je vous dirais que, bon, oui, là, effectivement, nous sommes face à quelque chose de plus fondamental, donc ça veut dire que là, il semble que la tendance est en train de s'inverser. Et surtout, vous voyez qu'il est en niveau autour de 3250. Bon, nous allons arrondir à 3200, qui est très puissant. Il y a eu énormément d'achats et il y a eu énormément de volume sur ces niveaux-là. Ici, on passe ces niveaux, dans ce cas-là, effectivement, à la baisse, je veux dire. Donc, et dans ce cas-là, on peut s'attendre vraiment que ce n'est pas juste une correction, mais vraiment une nouvelle tendance baissière, en tout cas à moyen terme. Dans tous les cas, aujourd'hui, cette baisse n'a pas été prouvée. Pour l'instant, on a vécu juste quelques séances de correction des marchés. Évidemment, la correction violente, mais les marchés, vu qu'ils sont dirigés par les automates, c'est normal que les corrections sont violentes. Donc, pas de raison de se faire peur pour le moment. Donc, si vous avez de l'high-tech, c'est dommage, mais je pense que si vous êtes rentré si vous n'êtes pas rentré il y a 2 semaines, vous ne devrez pas être déçu parce qu'il y a vous avez encore largement du PNL non réalisé pour dormir tranquille. Mais dans tous les cas, c'est vrai que la correction sur ce secteur peut continuer, mais n'oubliez pas que le poids de ce secteur dans les indices est énorme. Donc, si le secteur technologique va continuer la correction, il va tirer vers le bas tous les indices et du coup toutes les sociétés qui n'ont rien à voir vont être vendues automatiquement par les automates. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'il faut bien comprendre, que les FANG, les technologies, s'ils continuent leur correction, elles vont tirer avec elles toutes les autres boîtes aussi qui sont probablement pas tellement survalorisées dans les secteurs plus cycliques. Voilà, donc faites quand même attention. Mais là, de toute façon, je vais vous postuler des vidéos. Et s'il y a des situations qui changent, je vais vous informer, j'espère, au moment approprié. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour l'indice S&P. Alors, voilà. Et à la fin de cette vidéo, je voudrais vous parler des derniers investissements de Warren Buffett. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que la plupart d'entre vous connaissent qui c'est le Warren Buffett. C'est un des investisseurs le plus connus, en tout cas, bon, je pense que l'investisseur le plus connu au monde et le plus riche au monde, qui a fait sa fortune sur l'investisseur le plus riche au monde. Ce n'est pas l'homme le plus riche au monde, mais qui a fait sa fortune sur la bourse, et c'est lui qui inspire beaucoup de différents investisseurs à travers le monde, notamment moi d'ailleurs, parce que je lis pas mal sur lui. J'ai lu le bouquin de Benjamin Graham, qui était son professeur dans les années 40. Donc, il a fait plusieurs acquisitions ce dernier temps qui ont fait beaucoup de buzz. La toute dernière, elle a investi 6 milliards de dollars dans 5 compagnies japonaises. Donc ça, vous pouvez visualiser la liste de ces compagnies. Mais après, je ne sais pas lire en japonais. Donc Mitsubishi, en fait, il ne faut pas confondre avec l'automobile, parce qu'évidemment, ils ont une filière automobile, ils n'ont pas que ça. Donc, c'est une entreprise, c'est un gros conglomérat où il y a tout et n'importe quoi. Et le reste, c'est des entreprises que vous ne connaissez certainement pas. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. C'est des entreprises japonaises du trading et les entreprises des services financiers. Donc, quelle transcription, en fait, comment on peut traduire cette action de ce vieux monsieur en fait, qui a connu tout en bourse pendant ses longues années de vie. Donc, parce qu'il a eu 90 ans, je crois, il y a quelques jours. Donc, pourquoi elle est... En fait, déjà, certains considèrent cet investissement comme quoi elle veut diversifier ses investissements par rapport aux ses investissements. Parce que la majorité de ses investissements sont aux États-Unis, c'est ces fameuses phrases qu'il prononce pendant chaque crise que « It's time to invest in America » ou des choses comme ça, parce qu'il est très patriote américain. Et cette fois, il va au Japon pour investir, et en plus, il investit dans les sociétés de trading. Moi, je ne vois pas cette démarche nécessairement comme il quittait les États-Unis, comme aiment dire certains, surtout ceux qui sont partisans de la théorie de complot, comme quoi qui parlent souvent de la fin du dollar, que les États-Unis qui vont faire faillite, etc., etc. Pour moi, ce n'est pas nécessairement un signe de ça, mais dans tous les cas, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il veut investir dans des sociétés qui font du trading. Après, ils ne font pas du trading en bourse nécessairement, c'est notamment, je crois qu'il y a une des rares sociétés que j'ai entendu parler, c'est Itochu,
Voilà, c'est celle qui, je pense qu'il s'occupe des trading, je sais pas, de matériel en fait. Après, je vais vous regarder ça sur Investing là. J'ai un petit peu oublié, voilà. Ah voilà, les textiles global, voilà, donc les vêtements, les accessoires, des produits de consommation. En gros, c'est pas le trading du pur sens du terme, mais dans tous les cas, c'est pas l'économie réelle quelque part, c'est des intermédiaires qui achètent, revendent et touchent la commission entre ces deux opérations. Pour moi, cet investissement, ce qu'il prouve, c'est que Warren Buffett veut s'exposer moins sur le secteur réel. Ça, c'est probablement en signe d'un problème dans l'économie qu'on peut lire dans ces investissements. Voilà, donc, et effectivement, il investit au Japon. Après, je ne sais pas quelles sont ses justifications pour faire ça. Probablement, effectivement, il voudrait avoir une autre devise. Probablement, c'est suite à la chute du dollar, bon, baisse significative du dollar par rapport aux autres devises ces dernières semaines, que moi, je n'arrive toujours pas à expliquer. Peut-être cette démarche, peut-être lui, il arrive à l'expliquer, peut-être qu'il trouve que le dollar va s'affaiblir dans les mois à venir. Mais je vous rappelle pas Donald Trump, mais Warren Buffett, il a fait quand même pas mal d'erreurs ces derniers temps. Donc, il a investi déjà dans les airlines, il a investi dans certaines chaînes de retail, en fait, qui sont Tesco, par exemple. Moi, ça date déjà, mais il a investi, en fait, là, il avait une grosse position. Bon, IBM, ça, c'est une société que j'aime bien, mais par contre, c'est une société qui fait plutôt du surplace, en fait. Mais par contre, il a investi aussi dans les technologies et dans Apple, donc il a une grosse partie, en fait, il a un gros investissement dans Apple, forcément là, il a fait de l'argent. Mais dans tous les cas, Warren Buffett, il a vendu les banques et il a racheté ces entreprises qui sont intermédiaires. S'il a vendu les banques, pour moi, c'est un grand signe qu'il ne croit pas au système bancaire. Ça, c'est moi aussi, donc là, je partage cet avis de Warren Buffett, qu'effectivement, dans les conditions actuelles, les banques sont très fragiles. Donc c'est pour moi les banques d'ailleurs c'est un indicateur un peu comme Tesla qui disent que si les banques vont commencer à augmenter, si le secteur bancaire commence à reprendre en bourse, ça pour moi ça sera un signe qu'on est en train de sortir de la crise et ça sera un signe d'amélioration saine de l'économie parce que les banques aujourd'hui ils sont au plancher, ils ne remontent pas. Et le système bancaire est pénalisé durablement et visiblement Warren Buffett partage cette opinion avec moi, donc heureusement. Et il est sorti, il a vendu toutes les banques et il a acheté des sociétés japonaises. Certains, les amateurs de l'or, vont me dire que pourquoi tu ne parles pas que Warren Buffett a investi dans Barrick Gold. Si j'ai prévu d'en parler, donc là je vous rassure, mais c'est un investissement, ça c'est vraiment une idée trompeuse en fait qui a beaucoup circulé sur le net. J'ai vu Tammy Kabash qui a enregistré une vidéo, etc. Donc tout le monde a essayé de surfer sur cette nouvelle, mais encore une fois, regardez la taille de son investissement. Vraiment, il a investi 500 millions de dollars, je crois, dans le Barrick Gold, une chose comme ça. Et regardez la capitalisation boursière de sa compagnie Berkshire Hathaway est de 500 milliards, plus de 520 milliards de dollars de capitalisation. Donc il a investi, c'est des peanuts. C'est comme moi, je l'investirais genre... je pense 500 € dans une boîte que moi je trouve peut-être qu'il va monter, peut-être pas. C'est selon la taille par rapport à la taille de son portefeuille, la taille de la position sur Barrick Gold par rapport à la taille de son portefeuille global, c'est vraiment ridicule. Donc on ne peut pas dire que Warren Buffett est en train de parier sur l'or et en plus, probablement, il a investi dans Barrick Gold tout simplement parce qu'il verse en dividendes généreux. Donc voilà, donc ne croyez pas qu'effectivement... je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Donald Trump à chaque fois, mais bon. Visiblement, c'est l'arrivée de l'élection présidentielle des États-Unis qui impacte mon discours. Mais dans tous les cas, Warren Buffett n'investit pas dans l'or ouvertement. Il n'est pas nécessairement bullish sur l'or. En tout cas, son investissement dans Barrick Gold ne permet pas de le prouver. Voilà, donc cette semaine, vous allez avoir beaucoup de vidéos, donc visiblement, parce que effectivement la situation boursière, elle est très dynamique, donc du coup, moi, je me sens obligé de communiquer pas mal sur cette situation.
Et donc, j'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que je mériterai au moins un like pour cette vidéo parce que le like, c'est super important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos pour augmenter vraiment l'audience, pour qu'on soit plus nombreux à discuter dans les commentaires. C'est super intéressant, c'est super cool. Il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions la semaine dernière. Ça me fait énormément plaisir. Ça prouve que le travail que je fais, ça vous plaît, donc ça a de la valeur. Voilà, donc ça rapporte pour soit votre formation boursière économique, soit ça vous permet de faire des meilleures performances en bourse. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Bon week-end et Mind the Cash. À très bientôt. Bye bye.